avant qu'on se présente, on va peut-être donner la parole à Maria pour nous exposer un peu les règles voilà, de la discussion. Et puis après, certainement, on pourra passer la parole à Madame Gerda avant d'entrer aussi dans un tour de présentation. Voilà, j'espère que ça te convient, Patricia. À toi, Maria. Merci. Merci. Merci Eve, merci tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Je ne vais pas tarder, je vais donner des petits éléments logistiques pour la bonne réussite de ces webinaires. Je m'appelle Maria Chiavo, je suis chargée de la communication au mouvement SAN dans le secrétariat. Pour la bonne réussite des webinaires, je vous prie de couper vos micros si vous n'êtes pas en train de parler. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main ou utiliser la fonction chat qui est sur le bas de l'écran. Aussi, si vous avez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat et nous serions ici pour essayer de vous venir aider à résoudre ces problèmes. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, veuillez noter que cette session sera enregistrée. Sans tarder, je vais donner la parole à Madame Gerda pour les mots d'introduction. Merci. Merci, Maria. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous accueillir, vous les représentants des pays SUN d'Afrique francophone, à cet échange d'expériences entre pairs qui sera animé par Madame Patricia Ngo-Sak, point vocal de Cameroun et la représentante suppléante pour l'Afrique francophone au sein du comité exécutif SUN. Une crise alimentaire et nutritionnelle mondiale est apparue dans le monde entier, affectant les familles, les communautés et les pays. La réduction de la disponibilité et la hausse des prix des denrées alimentaires de base, ainsi que la réduction de la disponibilité et de l'accessibilité des produits fertilisants, compromettant les futures récoltes agricoles. Pour le mouvement SUN, il s'agit d'un moment crucial à la fois pour garantir l'accès à une alimentation nutritive pour tous et pour s'assurer que la réponse mondiale à la crise actuelle reflète les priorités de nos pays. Ce webinaire va se focaliser sur la façon dont nous pouvons et nous devons préserver les acquis en matière de nutrition et faire progresser l'agenda nutritionnel malgré cette crise. Cet échange offre l'occasion de partager vos expériences dans la gestion de cette crise du niveau national et de discuter des défis qui vous attendent. Je vous encourage vivement à vous inspirer les uns et les autres, mais aussi à nous indiquer ce que tout le mouvement SUN ensemble peut faire pour vous aider à maintenir la nutrition au centre de préoccupation nationale. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette situation, qu'il est essentiel de renforcer le pouvoir du nous dans chaque pays. Le partage de l'expérience et les recommandations qui résultera de ce webinaire m'aidera à porter l'agenda de la nutrition au plus haut niveau. Nous devons faire de cette crise une occasion
de plaider pour un investissement accru dans la nutrition et la santé, les systèmes alimentaires et les effets du changement climatique. Je vous remercie à l'avance pour vos réflexions qui nous aideront à identifier des solutions et des stratégies nationales, mais aussi conjointes à ces défis présents et futurs qui, nous l'ignorons pas, seront complexes à relever. Je passe maintenant la parole à la facilitatrice de cet échange, Madame Patricia Ngo-Sak. Madame, à vous la parole. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Madame Gerda, pour ces mots d'espoir. Je sais que la crise alimentaire affecte tous nos pays et particulièrement ceux de l'Afrique subsaharienne à majorité francophone. Et donc, nous allons avec nos collègues pourra nous aider pour améliorer ce que nous vivons. Ceci dit, nous allons passer très rapidement à la présentation des uns et des autres. On va commencer par l'équipe du SON qui est en ligne. Est-ce que c'est possible? Et pour nos autres points focaux qui sommes là pour qu'on puisse mettre dans le temps, c'est une question pour nous de mettre dans le temps notre pays et puis merci bien. Merci beaucoup, Patricia. Je pense qu'il y a un petit problème de son, on ne t'entend pas très bien à certains moments. Donc, peut-être si tu peux élever la voix pour essayer de juguler ça, on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Ève Gossio, je suis la représentante régionale pour le mouvement SON. Ève, on dirait que tu es en mute. Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, désolée. Désolée pour ça. Donc, je disais merci beaucoup, Patricia. Donc, voilà, je pense qu'on va commencer par se présenter assez vite en tant que l'équipe SON et effectivement, on va laisser ensuite les points focaux certainement inscrire leur nom dans la boîte de chat pour pouvoir avoir assez de temps que pour avoir une discussion fructueuse. Donc, moi, c'est Ève Gossio, je suis la représentante régionale du mouvement SON pour l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en compagnie de Sonia et de Frédérica, et bien sûr de Madame Gerda. Donc, je vais peut-être laisser Sonia et Frédéric se présenter et puis ensuite, on pourra passer au prochain thème de l'agenda qui est la présentation de Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc Sonia Ancelin-Panzani, je suis la chef de l'action pays pour le secrétariat du SON. Bonjour tout le monde, j'espère que moi je ne vais pas avoir de problème de son. Frédéric Cavé, je suis le conseiller en affaires politiques au sein du secrétariat et pour Gerda aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suggère, Frédéric, que tu puisses commencer d'ores et déjà ta présentation qui va nous donner une idée un peu globale du contexte dans lequel ce webinaire s'inscrit afin aussi de nourrir nos discussions à venir. À toi, Frédéric. Merci. Merci. Alors, j'ai pas de PowerPoint. Je vais juste parler quelques minutes et ça va être assez rapide parce que vraiment, l'idée, c'est de vous laisser la parole. Mais je vais juste parler quelques minutes un petit peu de la situation globale et aussi pourquoi ce webinaire. Alors bon, on est tous au courant de la crise globale et des répercussions que ça a sur la sécurité alimentaire, surtout voilà, la crise en Ukraine et aussi les effets encore de la crise du Covid. Et donc, il y a beaucoup de discussions au niveau global qui ont eu lieu récemment, qui auront lieu dans les prochains mois à venir. Et il y a donc une certaine demande de mieux comprendre les problématiques qui se passent et c'est là où on voit vraiment que l'approche du SON, elle a une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est bien sûr l'approche multisectorielle et de prendre en compte tous les acteurs possibles dans la résolution des problématiques. Donc,
Et on avait envie d'avoir ce webinaire vraiment pour avoir la vision, la vue des pays et surtout comprendre les problématiques. Parce que dans les discussions au niveau global aussi, souvent il manque cette approche pays, même si je pense que ça s'est pas mal amélioré. Il y a vraiment ce besoin que le Sun apporte cette approche des pays et qu'on comprend pas que par les chiffres, mais aussi par les expériences, comment les pays voient la crise et comment est-ce qu'ils se préparent à y faire face. Donc, bon, je ne vais pas venir sur tous les chiffres de la crise globale. Je pense qu'on est tous au courant que la guerre en Ukraine, ça a eu des répercussions importantes sur les prix des denrées alimentaires, sur les prix des engrais. Et donc, et en général sur les prix, sur les systèmes financiers, sur les prix de l'énergie et sur les systèmes food security, sécurité alimentaire. Donc, au niveau étatique, il s'est passé beaucoup de choses les derniers mois. On a vu les USA qui ont par exemple nommé un envoyé spécial sur la crise alimentaire globale. On a eu des réunions interministérielles au niveau du secrétaire d'État qui impliquent les ministères. La France, donc ça c'est Anthony Blinken qui a fait ça à New York. La France, elle a créé une initiative Farm que vous avez peut-être aussi entendu parler, qui coordonne avec l'Union européenne et l'Union africaine aussi des initiatives. Au niveau régional, bon, il y a un changement de dynamique au niveau de l'UE, vu qu'on a un conflit quand même qui est en Europe et aux portes de l'Union européenne. On a l'Union africaine aussi, on voit l'Union africaine qui s'implique de plus en plus dans les problématiques globales au niveau de la crise en Ukraine, avec par exemple le président du Sénégal au nom de l'Union africaine qui est allé rencontrer directement Poutine. Et après, on a différentes expériences au niveau national et au niveau local. Et ça, c'est ça vraiment qu'on veut entendre de vous, comment les pays répondent et quelles sont les visions un petit peu. Alors, on a eu ces webinaires par région. Et c'est vrai que les régions aussi sont affectées différemment. On voit clairement des analyses que la sécurité alimentaire au niveau des cadres harmonisés, par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et centrale, projette une situation assez dramatique déjà cette année, mais aussi dans les mois à venir. Donc, et on a aussi des situations différentes au niveau de chaque région. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment chaque région met en place des systèmes pour répondre à ces crises. Mais bien sûr, on voit aussi de toutes les analyses que les régions dans lesquelles d'Afrique francophone sont bien touchées. Et donc, c'est important d'avoir vraiment ces discussions pour lier le global et le local. Et on est là pour vraiment soutenir au niveau du Sun. Donc, au niveau interétatique, je parlais de quelques initiatives qui avaient été prises au niveau de secrétaire d'État et par les USA, par la France et par d'autres pays. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de discussions qui vont probablement être amenées à l'Assemblée générale en septembre à New York. Et on pense qu'il va y avoir un focus très important sur la sécurité alimentaire. Et ça a à voir aussi, bien sûr, avec tous les autres secteurs. Il va y avoir un sommet aussi sur l'éducation en marge de l'Assemblée générale qui aura des répercussions importantes et auquel le secrétaire général tient beaucoup. Donc, à un autre niveau, au niveau de la coordinatrice est allée récemment, par exemple, la plupart d'entre vous seront au courant, mais est allée à Bruxelles, à Rome, et elle va aller aux USA. Donc, c'est important, elle va y aller la semaine prochaine. Donc, c'est important aussi pour nous d'avoir vraiment les messages qu'on peut relayer à tous les niveaux. Dans cette mission, il y aura des rencontres avec la Banque mondiale, mais aussi avec l'envoyé spécial des USA, avec les différentes institutions à Washington et à New York aussi, avec le député, le secrétaire général adjoint, mais aussi le chef de l'UNICEF. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir votre vision. Je dois aussi vous expliquer peut-être aussi un petit peu dans quel cadre la coordinatrice
fait remonter les informations quand on reçoit des pays Sun, c'est aussi par un groupe de travail qui a été mis en place par le secrétaire général dès le début de la crise et qui comprend divers acteurs de la société civile, de business, des Nations Unies et tous ceux qui ont des visions assez précises sur l'impact de la crise et comment y remédier. Et donc, ce groupe s'appelle le Global Crisis Response Group et il rapporte directement au secrétaire général via le secrétaire général adjoint et 3 groupes de travail qui ont été formés, finance, nourriture et énergie. Et Garda, donc le Sun, participe à celui-là sur la nourriture, sur la sécurité alimentaire. Il y a des recommandations qui sont assez claires qui ressortent de ce travail. Il y a 8 recommandations, par exemple, qui ressortent clairement sur ce qu'on va discuter aujourd'hui, sur un approvisionnement suffisant, une alimentation adéquate pour tous, le besoin d'avoir des gouvernements qui n'ont pas des politiques ad hoc, notamment sur les restrictions et en exportation, un focus sur les femmes et les enfants et les plus vulnérables dans la réponse. Donner la priorité à la résilience, avoir une aide alimentaire qui atteint vraiment les plus vulnérables, mais aussi mobiliser des financements adéquats pour les pays qui n'ont pas toujours l'aide au financement, qui ne sont pas éligibles à cette aide au financement, et une coordination entre les pays, des interconnexions. Et c'est là où justement le Sun peut jouer un rôle primordial sur la cohérence de ces politiques. Et ensuite, d'avoir des données, bien sûr, très désagrégées. Et donc, il y a plus de 94 pays qui sont à haut risque. Et donc, c'est important maintenant que les politiques soient menées d'une manière adéquate. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que vraiment, c'est vous qu'on va entendre. Mais je serais content aussi de répondre à des questions à la fin ou d'avoir une discussion sur le niveau global et comment est-ce qu'on peut faire le lien avec le niveau national et local. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour cette introduction très importante et très intéressante. Je pense que les informations que tu as partagées vont vraiment nous aider à guider cette discussion dans le bon sens. Patricia, j'aimerais maintenant te passer la parole pour modérer la session qui permet à tout un chacun de partager ses expériences et ses idées, ses stratégies sur cette crise alimentaire et nutritionnelle mondiale dont nous parlons aujourd'hui. À toi, Patricia. Merci. Merci, donc maintenant, nous comprenons que le mouvement se met en branle parce qu'il ne reste pas un reste par rapport aux autres pays pour nous aider à travers des plaidoyers et des rencontres stratégiques pour porter vraiment la voix des pays du mouvement. Les points que nous sommes interpellés. Donc, je pense que ce serait bien de mettre la main pour qu'on sache que vous devez présenter, parce que la question pour de partager avec les uns et les autres ce qui est encore fait, quels sont les véritables défis. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Hello? Oui, on est là. Je crois qu'on ne t'entend pas très bien à certains moments de nouveau, mais… voilà. Donc, je disais que c'est le moment de partager. Il faudrait que je me lance et que j'ouvre le bal pour que les autres suivent. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde aperçoit mon écran? Oui, on le voit. Merci, Patricia. Voilà. Il faudrait que je me retrouve. Je veux passer en mode… Excusez-moi, je veux passer. Je voudrais passer en diapo directement avant que… Il y a tout ça. OK, c'est bon. Merci. D'accord. Et puis ceci, je vais mettre là. Donc, très rapidement, je partage avec vous l'expérience du Cameroun. Donc, les différentes questions qui nous ont été posées, on les
réponse-là. Donc, quels sont les effets actuels et prévus de la crise sur l'alimentation et de la nutrition, sur les activités de mise en œuvre des plans nationaux dans le Cameroun? Je voudrais, avec votre permission, rappeler qu'au Cameroun, la crise sanitaire de la COVID et celle ukrainienne ont contribué à l'aggravation de l'insécurité, même pays dans la région de l'extrême nord. Ceci avec de forts déplacements de population et la présence des réfugiés nigérians qui accentuent vraiment la pression sur nos ressources qui sont déjà limitées. Et donc, ces facteurs-là exacerbent tout ce qui est vulnérabilité des populations et entraînent des niveaux d'insécurité alimentaire sévères. Donc, avec 324 000 personnes estimées en situation d'insécurité alimentaire aiguë sévère pendant la période de soudure. De même, dans cette région-là, qui est celle de l'extrême nord, qui est frontalière au Nigeria et au Tchad, elle est inondations qui entraînent des pertes de récolte et perturbent tous les moyens d'existence de ces ménages-là. De même, il faudrait aussi noter qu'au Cameroun, on a une crise sécuritaire et ça, elle dure déjà depuis 3 ans dans les 2 régions anglophones du pays et cela a engendré près de 450 270 personnes qui se sont déplacées et avec en plus, au niveau de notre région frontalière à la République centrafricaine, on a un très grand afflux de personnes déplacées. Dont les ménages aujourd'hui ont recours à des mécanismes de suivi dangereux, dont ils vendent leur bétail ou bien même ils abandonnent toutes les activités agricoles et agro-pastorales pour aller vers des activités minières. Parce que dans cette zone-là qui est fortement riche en minéraux, on a laissé aujourd'hui tout pour aller travailler dans les mines. De même, dans les zones reculées qui restent d'accès difficile pour les acteurs qui nous aident dans l'appui, l'assistance alimentaire et même dans la lutte contre la malnutrition dans ces zones-là. Il reste un grand nombre de personnes qui ne parviennent pas à avoir accès à tout ce que nous avons comme aide qu'on peut fournir. Donc, pour nous, au Cameroun, en 2022, il est crucial de fournir une assistance agricole d'urgence aux populations du Cameroun, mais en particulier aux femmes et aux jeunes, parce que lorsqu'il y a ces crises-là, c'est les femmes, les jeunes enfants et même les ados qui sont les plus vulnérables afin de pouvoir relancer leurs activités de subsistance et renforcer la résilience face à de multiples chocs. Donc, comment est-ce que les acteurs sont-ils intégrés dans les mécanismes de planification, de la coordination, de la réponse aux préparations aux crises alimentaires dans notre pays? C'est très difficile parce que on parvient encore à travailler de manière inclusive pour tous les acteurs de la sécurité alimentaire. Ce n'est que le comité interministériel de lutte contre la malnutrition qui est dans les services du Premier ministre. Nos principaux défis que nous rencontrons par rapport à cette crise alimentaire en termes de carburant et engrais, on a une inflation généralisée, il y a l'augmentation des coûts des facteurs de production avec un accès limité des populations aux produits alimentaires, y compris ceux de grande consommation. Pour la petite histoire, depuis près d'1 mois déjà, on a 1 litre d'huile qui était avant à 1150, qui est déjà à près de 2000 francs. Et ça dépend même de la ville. Donc, plus on va dans les régions, plus ce taux augmente. Les investissements sont insuffisants dans les infrastructures de désenclavement des bassins de production. On peut bien produire le Cameroun, qui est en fait le grenier de la sous-région Afrique centrale, mais on ne parvient pas à pouvoir les vendre et du coup, les denrées périssent dans ces bassins-là. Il n'y a pas de zone de stockage, il n'y a même pas de moyens de communication. Il y a arrêt de la transhumance. Donc, et cela fait qu'il y ait une baisse du commerce transfrontalier et des mouvements de migration économique ondulaire. Quelles sont les résolutions donc, qui ont été appliquées? Allô? C'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon. Tu peux continuer, Patricia. C'est bon. D'accord. Quelles sont les résolutions qui ont été appliquées pour ces défis-là? On a commencé d'abord par un appui à la restauration des moyens d'existence des ménages vulnérables et à la relance de leurs moyens de production afin d'assurer leur autonomie et d'améliorer la disponibilité alimentaire. Il y a eu des concessions pour une assistance rapide, coordonnée et complémentaire aux personnes touchées par ces différentes crises-là à travers des synergies entre les différents secteurs. Et puis, il y a eu le renforcement de l'accès à la protection, puis la promotion et l'amélioration des mécanismes de redevabilité envers les populations affectées. Donc, c'est depuis le ministère de l'administration territoriale, la santé, le MINADER, où on a formé tout le grand comité de manière à ce
on se rassure quand même que l'appui qu'on a puisse être donné aux personnes qui en ont besoin et qu'on puisse tracer si effectivement cet appui a pu servir à quelque chose. Maintenant, pour les lacunes potentielles nécessitant un soutien, une action au niveau mondial, de la part du mouvement Sœurs et d'autres parties prenantes. Donc, nous pensons et nous remercions déjà le mouvement par rapport à ce partage d'expériences qu'il permet entre nous, les pays. Mais nous voulons aussi avoir des autres, les bonnes pratiques internationales qui, depuis la crise, ont pu donner de bons résultats. Et puis, bien évidemment, il y a un accompagnement pour la mobilisation, pour le plaidoyer pour la mobilisation des financements additionnels afin de renforcer les capacités opérationnelles dans la réponse des acteurs en charge de la gestion des crises. Parce que la vérité, c'est qu'on ne bénéficie pas beaucoup de financements additionnels. On essaye de faire avec les moyens. Et c'est vrai que nous sommes à l'heure actuelle en train de rédiger nos plans stratégiques de développement de la nutrition. Mais on se dit que s'il y a un plaidoyer extérieur qui vient s'ajouter, je pense que pour la réponse aux crises et même pour la lutte contre l'excès de vulnérabilité qui s'accroît dans le pays, on pourra avoir quand même de résultats probants. C'est ce que nous avons pu préparer pour vous ce soir. Merci pour toutes vos suggestions et vos améliorations. Merci beaucoup, Patricia. Je pense que ça ouvre bien le débat pour aussi les autres points Focoson, nos autres pays. Est-ce que quelqu'un voudrait aussi partager son expérience au niveau national, pas nécessairement à travers un PowerPoint, mais même si vous avez des expériences spécifiques que vous voudriez partager. Quelqu'un souhaiterait-il prendre la parole à ce stade? Alors, je vois une main Oui, allô? levée. Oui, voilà. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Pourriez-vous vous présenter? bonjour, monsieur Bebou du Togo, qui, docteur Bourama étant absent, le représente pour la réunion. Parfait, merci, monsieur Bebou. Vous voudriez partager l'expérience du Togo avec nous, certainement? Oui, justement, je voulais partager l'expérience du Togo que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, au Togo, nous avons ce que nous appelons l'Agence nationale de protection civile qui s'occupe des questions de crise, que ce soit les crises naturelles ou y compris les crises alimentaires. Mais seulement qu'au début, cette agence ne prenait pas beaucoup en considération les questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais tout dernièrement, la FAO a pu débloquer un fonds pour accompagner cette agence afin qu'elle intègre à son dispositif les questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc, dans ce sens, il est prévu un certain nombre d'activités, dont la formation des membres de ce dispositif sur les questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment à des différents stades. Au moment de l'alerte, qu'est-ce qu'il faut faire, au moment, comment il faut évaluer les impacts, surtout des inondations ajoutées à la crise actuelle qui fait flamber les prix et qui constitue un facteur de l'insécurité alimentaire. Donc, ces formations se feront très bientôt et prochainement, dans ce dispositif sera intégré bel et bien la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Outre cela, et le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère de la Santé, est en train de s'activer pour faire une enquête de sécurité alimentaire et de nutrition en septembre. Et cette enquête nous permettra de mettre à jour les données par rapport à la prévalence de la malnutrition ainsi que l'insécurité alimentaire, le taux d'insécurité alimentaire des différents ménages et surtout les ménages ruraux vulnérables. Donc, après cette enquête, cela nous permettra de nourrir
dire, le pays a l'habitude de faire 2 fois par an, que le pays a l'habitude de faire 2 fois par an pour pouvoir dégager les zones géographiquement vulnérables à l'insécurité alimentaire et maintenant introduire et maintenant élaborer une stratégie de réponse à cette crise que nous connaissons tous actuellement. Donc, voilà un peu le processus dans lequel le Togo est actuellement. Merci. Merci, Monsieur Mbébou. Nous retenons qu'au Togo, il y a justement toute une agence, mais qui avait des problèmes de financement et qui, avec l'appui de la FAO, va commencer avec son fonctionnement et que l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle vous permettra de bien avoir une idée sur les poches de malnutrition et développer votre stratégie pour répondre à cette crise sanitaire et à tous les autres. Donc, merci bien pour cela. Il y a des mains levées. Il y a le Djibouti. Oui. Madame Fatoumata, c'est ça? Oui, bonjour Cécile. Merci, bonjour. Bonjour Eve, bonjour les autres collègues. C'est Abdoulaye. Je n'ai pas préparé une présentation, mais je vais directement répondre aux questions. Djibouti actuellement ne dispose pas d'un plan de nutrition, un plan d'action nutrition validé, mais les ministères sectoriels mettent en œuvre chacun son plan d'action spécifique. Les activités sont touchées par les effets de la crise alimentaire mondiale, bien sûr. Les produits alimentaires sont impactés en quasi-totalité. Les produits alimentaires sont importés à Djibouti en quasi-totalité. L'augmentation des prix de denrées alimentaires de base affecte systématiquement le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. L'impact se ressent surtout dans les régions et les localités où vivent les populations les plus vulnérables. Et dans ces zones, on enregistre aussi des cas de malnutrition qui sont exacerbés par la sécheresse aussi qui touche dans les pays de la région où Djibouti n'est pas épargné. Actuellement, il y a des déplacés qui viennent d'Éthiopie, de plus en plus de déplacés. J'étais en mission le week-end dernier et nous avons enregistré presque 300 ménages qui viennent de l'Éthiopie et qui sont touchés par les sécheresses. Et chaque jour, il y a des nouveaux déplacés qui arrivent. Donc, les effets de la crise alimentaire mondiale et la sécheresse qui sévit dans la région de la Corne d'Afrique sont touchés particulièrement à Djibouti. Pour la deuxième question qui est de comment les acteurs de la nutrition sont-ils intégrés dans le mécanisme de planification et de coordination. À présent, il y a le ministère de la Solidarité, des Affaires sociales, qui gère un fonds de solidarité qui a été mandaté par la présidence pour l'assistance aux personnes vulnérables affectées par la crise alimentaire et la sécheresse, en leur fournissant des coupons alimentaires pour couvrir leurs besoins nutritionnels. Aussi, il y a le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes qui coordonne un peu les activités des différents secteurs pour la réponse à l'impact de la sécheresse. Les principaux défis sont d'abord à Djibouti le sous-développement de l'agriculture. Djibouti importe tous les produits de première nécessité depuis l'étranger. Donc, l'agriculture n'est pas développée, surtout l'agriculture vivrière. Et deuxièmement, il y a le manque des stockages alimentaires survival, ce qui veut dire qu'à Djibouti, nous ne stockons pas, nous n'avons pas un stock pour pallier les impacts en cas de rareté des produits alimentaires. Et également le prix des carburants qui a un impact chez les quelques agriculteurs qui sont à Djibouti. Également, on peut signaler aussi la baisse des commerces transfrontaliers entre Djibouti et l'Éthiopie depuis maintenant 1 an. Par rapport aux solutions respectives appliquées pour relever les défis identifiés, le gouvernement a injecté un fonds de solidarité au ministère des Affaires sociales
un fonds qui est à hauteur de 1 million de dollars pour secourir les personnes touchées par ces crises alimentaires et la sécheresse. Donc, le gouvernement envisage aussi, avec l'aide de la Banque mondiale, de créer un stock alimentaire de réserve qui est destiné en partie pour soutenir les personnes les plus touchées et de l'autre partie pour utiliser à des fins commerciales dans le marché à Djibouti. Donc, cinquièmement, quelles sont les lacunes potentielles nécessitant un soutien et une action au niveau mondial. Donc là, je pense qu'un accompagnement des partenaires techniques et financiers pour le développement de l'agriculture serait nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire. Donc, si la sécurité alimentaire est assurée, l'impact sera atténué. Donc, voilà tout ce que j'ai préparé pour ces 5 questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Abdillah. J'espère, je m'excuse si j'écorche le nom. Hein. Donc, oui, c'est bon, c'est Abdillah. Merci pour votre présentation. Nous notons que le Djibouti, comme les autres pays, a justement aussi subi aussi les impacts de la crise alimentaire, mais aussi de la sécheresse et avec déjà une vulnérabilité qui... Excusez-moi, Cécile, on vous entend mal. Je dis, vous suivez. Allô? Oh là là. Allô? Oui, oui, on vous entend maintenant. Voilà, je pense que dire que merci pour votre présentation. Nous voulons que le Djibouti, comme de notre pays, souffre des effets de la crise alimentaire et de la sécheresse. Et avec une pression des déplacés qui viennent Allô? Allô? Oh là là. Allô, on vous entend très très mal, Patricia. Allô? Allô? Oui, Patricia, oui, le réseau n'est pas très stable. Peut-être... Je vous suis parfaitement, je comprends pas ça. Moi, je vous suis. Le retour n'est pas bon. C'est bon pas très... non. Peut-être si tu continues à parler un peu plus fort, on va essayer de décrypter à travers le réseau ce que tu nous disais sur Djibouti. Je pense que tu étais en train de résumer un peu les points saillants. Les points saillants, je dis, je ne suis pas dans la... Je suis loin pour une activité. Donc, le réseau n'est pas très stable. Je suis en train de dire que le Djibouti, comme les autres pays, souffre de la crise alimentaire, des impacts de la crise alimentaire, mais aussi de la sécheresse et du mouvement de la pression faite par le déplacement des populations de l'Éthiopie. Comme l'a si bien dit notre collègue, ils n'ont pas encore de plan d'action de nutrition. Ça, c'est déjà un point à relever, mais quand même, au niveau du pays, il y a déjà des actions qui sont menées pour adresser ces impacts de la crise. Il y a un fonds de solidarité déjà pour le ministère des Affaires sociales et puis il y a un prêt de la Banque mondiale en vue de faire un stock alimentaire pour gérer tout ce qui est vulnérabilité et puis pour utiliser aussi à d'autres fins commerciaux. Mais leur attente beaucoup plus envers le SEN, c'est un accompagnement pour le développement du secteur. Il a dit, c'est un pays où on ne parle pas de l'agriculture, on dépend énormément des importations. Donc, est-ce qu'il y aurait, par rapport à la présentation du Djibouti, des réactions? On va prendre le prochain présentateur. Il y a des noms qu'on ne voit pas, je pense, c'est le secrétariat général de la présidence. Je ne sais pas quelle présidence. Il y a deux mains, SGPR et puis M. Mouderwa Jacques. Excusez-moi, c'est Jana. Ah, je ne vois pas tout ça, lui. Jana, d'accord. Merci. C'est Jana du Congo. D'accord. Donc, on va passer la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, allez-y, Jana. On t'entend très bien, Jana.
On t'entend, Ah, oui, oui. Tu peux y aller, merci. d'accord. Merci. Donc, bonjour à tous. Je voudrais partager l'expérience du Congo. Il y a deux points. C'est la sécurité alimentaire et l'autre point, la sécurité nutritionnelle. Donc, déjà pour la première question, les effets de la crise actuelle, donc sur la sécurité alimentaire, il y a eu une augmentation des prix, forcément, sur les marchés, les denrées ont augmenté, ce qui a réduit le pouvoir d'achat des ménages. Mais par rapport à cela, je veux dire qu'il y a une conséquence positive qui était, c'est qu'il y a eu une prise de conscience du domaine agricole par les gouvernants. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Et pour ce qui est aspect nutritionnel, malheureusement, la crise a fait que les aspects nutritionnels ont été mis au second rang. Donc, il a fallu repartir pour faire prendre conscience de cela. Et on a donc eu, bon, c'est une longue marche qu'on a au niveau de la cellule sur les aspects nutritionnels. Et en deuxième point, comme je vous l'ai dit, il y a eu une prise de conscience de l'agriculture. Donc, il faut savoir que l'agriculture a été mise quand même parmi aujourd'hui les axes importants du plan national de développement au Congo, prôné par le président de la République. On a donc eu des séminaires gouvernementaux pour voir comment les ministères pouvaient travailler ensemble pour permettre d'aboutir à une agriculture qui puisse permettre à la population congolaise de pouvoir manger à sa faim. Donc ça, c'est pour tout ce qui est prise de conscience, comment ils ont été intégrés. Et troisièmement, on a les principaux défis. Comme j'ai entendu déjà les collègues le dire, c'est tout ce qui est manque de stock. C'est avoir aujourd'hui une agriculture cohérente, savoir que ce qui est produit correspond à un manque en termes de consommation. Donc là, le ministère de l'Agriculture a mis en place des pistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans chaque département, pour tous ceux qui veulent faire de l'agriculture, il y a une aide au niveau de l'État qui, avec des points focaux donc dans chaque département, qui viennent voir, examiner votre sol, savoir ce que vous pouvez produire. Et aujourd'hui, l'État vous aide dans votre projet à condition de suivre sa ligne directrice. Donc, ça donne, on l'espère que ça donnera une agriculture cohérente par rapport aux besoins des Congolais. Et il y a également la prise en compte de l'apprentissage. C'est-à-dire que produire suivant ce que l'on veut, il y a des moments ça ne marchera pas, on reprendra. Donc, ce n'est pas à négliger cette prise en compte de l'apprentissage. Il y a également pour tout ce qui est des solutions. Là, j'ai commencé à vous évoquer ces solutions-là, mais il faut savoir qu'il y a aussi, par rapport aux personnes qui ont été vulnérables, il y a eu une politique qui a été mise en place pendant la crise du Covid, de prise en charge des personnes vulnérables. Par personnes vulnérables, au début, il y avait un programme. Il y avait un programme qui permettait de prendre en charge les personnes âgées, les personnes atteintes de VIH qui n'avaient pas de ressources. La crise du Covid a permis d'étendre cette prise en charge aux personnes vulnérables qui étaient dans le secteur informel, donc qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans emploi. Et dans cette tranche-là, aujourd'hui, les restrictions dues au Covid sont plus ou moins abandonnées, mais on se rend compte que dans cette tranche-là,
il y a également des personnes qu'on ne prenait pas en compte hier, mais qui sont aujourd'hui vulnérables. Et donc là, le programme continue à les prendre en charge. Et puis, l'un des défis, c'est surtout les lacunes, c'est de savoir qu'on se focalise sur la sécurité alimentaire et qu'on ne voit pas du tout les aspects qualitatifs. Voilà pourquoi, au niveau de la cellule, on a opté pour un plan d'action parce qu'on avait mis en place, on avait élaboré un plan d'action avant Covid, mais aujourd'hui, on ne pense pas qu'il soit toujours d'actualité. La crise alimentaire et la crise du Covid ont dû, l'épidémie du Covid, pardon, ont dû aggraver tout ce qui est aspect nutritionnel. Et donc, il y a aujourd'hui, j'en discutais avec Eve, il y a aujourd'hui une démarche qui consiste à dire, en nous appuyant sur l'UNICEF, de voir quelles pouvaient être les causes de cette malnutrition, notamment en termes d'habitudes alimentaires, et d'essayer de voir ce qui pouvait être fait pour combler ce gap-là. Et donc, on a également pour objectif de voir dans notre premier plan qui a connu des difficultés de financement, ce qui a été pris en compte dans le plan national de développement qui guide donc l'action du gouvernement et ce qui est laissé en marge est là de refaire un état des lieux, de voir si c'est toujours d'actualité, si ça nous permet d'atteindre nos objectifs et à partir de là, d'élaborer donc un nouveau plan d'action qui sera soumis au gouvernement. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le Congo, notamment sur ces aspects-là. Je vous remercie. Merci, Jeanne. Je m'excuse parce qu'au tout début, je n'étais pas là. J'ai eu ma connexion qui a arrêté. Mais je note quand même que le Congo a eu une bonne envolée avec le développement de l'agriculture qui a été intégré dans votre plan national de développement et que l'État accompagne aujourd'hui tout ce qui voudrait faire de l'agriculture, pratiquer de l'agriculture afin que celle-ci puisse permettre de résoudre les problèmes nutritionnels des Congolais. Et donc, ceci se passe à travers des renforcements de capacités et autres. Et que comme principal défi à l'heure actuelle pour faire face à tout ce qui a comme vulnérabilité due à l'impact de la crise sanitaire et au niveau de la population congolaise, vous avez besoin de revisiter votre plan d'action, se rassurer si il répond encore aux besoins, tant sur le plan sécurité alimentaire que nutritionnel de vos populations. Et si tel est le cas, vous allez refaire élaborer un autre document stratégique qui pourra vraiment fédérer tout le secteur. Merci déjà pour cela, parce qu'en dehors du fait que vous ayez des actions pour la prise en charge des vulnérables, vous l'avez accentué avec la venue de la COVID et que vous continuez maintenant avec sanitaire à accompagner les populations. Merci pour le point focal du Congo. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Sinon, nous allons passer la parole, à Madame la coordonnatrice du conseil de la nutrition de la COP, qui est le représentant des pays francophones du comité exécutif. Docteur Ngoran, que je supplée, si vous êtes là, nous allons vous permettre de vous exprimer, sachant que votre agenda est assez strict. Oui, Patricia, merci. Je ne serai pas très longue, malheureusement, parce que j'ai l'audience à 14h. Je n'ai que peut-être 3 minutes. Je vais essayer d'être courte. Je voudrais seulement dire que depuis la crise sanitaire à COVID-19,
Bien que les disponibilités alimentaires soient bonnes en Côte d'Ivoire à cause de la disponibilité des réserves alimentaires dans les stocks, les populations sont globalement sous pression parce qu'elles peuvent basculer en phase de crise alimentaire si certaines mesures de barrière n'étaient pas levées. Cette situation alimentaire donc est aggravée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, pour rappel, les volumes d'importation de manière générale des pays africains en provenance de ces deux pays ne sont pas négligeables. Je voudrais rappeler qu'à titre d'exemple, en 2020, les pays africains ont importé plus pour 4 milliards de dollars de produits agricoles en provenance de la Russie et pour 3 milliards de dollars en provenance de l'Ukraine. Le blé représentait 69% de ces importations, le maïs 21%, l'huile de tournesol 6%, l'orge 3% et le soja 4%. Donc aujourd'hui, la Russie fournit 64% de l'urée et le duo Russie-Biélorussie représente 87% des importations d'engrais à la Côte d'Ivoire. Donc, en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les approvisionnements en engrais sont devenus complexes dans un environnement international où l'on observe une augmentation des coûts des intrants, c'est-à-dire 76% pour l'urée et il faut débourser aujourd'hui entre 27 500 francs CFA à 32 000 francs CFA pour se procurer un sac d'engrais de 50 kilos à titre d'exemple, donc une augmentation de 17%. Les pesticides et les semences ne sont pas en reste de cette augmentation puisque les produits phytosanitaires ont connu une hausse de plus de 100% et les semences une hausse de 50%. Donc, ces coûts ne sont pas à la portée des producteurs qui n'accordent plus de priorité aux intrants agricoles. Il faut le dire que la Côte d'Ivoire paye un lourd tribut de la guerre qui a limité ses exportations de blé, pour parler du blé. Cela a entraîné une augmentation du coût de cette spéculation sur les levures boulangères également. En effet, aujourd'hui, le coût du sac de 50 kg de blé est passé de 18 500 francs CFA en 2021 à 22 000 francs CFA en 2022, donc une augmentation de 22%. Il y a des impacts aussi au niveau de la production animale avec le maïs. Mais pour faire court, parce que je vais devoir vous quitter, je pense qu'il y a quelqu'un de la Côte d'Ivoire qui est là, qui pourra prendre le relais. Il faut dire que le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour une subvention et une exonération des droits de douane sur l'importation du blé. Aujourd'hui, par rapport au pain, il y a toute la question qui est en train d'être mûrie pour voir comment remplacer le blé avec d'autres choses. Mais vous savez, tout ça est avec l'accord des populations parce que dans les habitudes alimentaires, on les change difficilement. Je voudrais m'arrêter là et je pense que le point focal qui va entrer, parce qu'il est en réunion, c'est le directeur général de l'agriculture qui pourra encore mieux étayer tout ce que je viens de dire. Il est en réunion, donc dès qu'il finit, il pourra encore plus détailler. Je voudrais m'arrêter là et vous dire merci encore et saluer tout le monde et saluer Gerda. Merci à vous. Je vous laisse. Merci. Je pourrais donner tout le document complet, je vous reverserai pour le rapport général. Merci. D'accord, merci beaucoup, Dr Patricia, surtout pour ces statistiques qui mettent une emphase sur notre dépendance face aux intrants agricoles, dont tout ce qui est engrais, pesticides et même semences. Et nous notons que la Côte d'Ivoire, bien qu'elle ait encore des stocks, serait en phase de pression qui a déjà commencé avec la crise sanitaire qui est finie, mais beaucoup plus avec la crise alimentaire qui est en cours. Et si nous ne prenons pas des mesures, je pense qu'il y aura possibilité de crise alimentaire au sein de la Côte d'Ivoire. Nous allons apprécier que les dossiers nous parviennent. Merci beaucoup. Et ça va aider plein d'autres encore. La parole maintenant à M. Mouderoy. Jacques, c'est ça? Allô? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Bonjour à tous. Je vais parler au nom de la République démocratique du Congo. Et en guise d'introduction, je vais dire tout de suite que la crise que connaît le monde actuel, la crise alimentaire et nutritionnelle,
qui est sans précédent. On est en train de la ressentir ici, chez nous, en RDC. Alors, les conséquences de la COVID-19 et le déclenchement des conflits armés entre la Russie et l'Ukraine depuis février 2022 ont entraîné des effets négatifs, n'est-ce pas? Et menacent la fragile sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, plus particulièrement dans les provinces de l'Est où il y a des conflits, comme vous le savez, il y a des conflits qui sont en cours là-bas. Alors, sans plus tarder, je vais passer directement aux questions, n'est-ce pas, à donner les réponses aux questions. Mais avant que je passe aux questions, je veux vous dire tout de suite qu'il y a une étude qui a été faite par l'INES, l'Institut national des statistiques. Peut-être que je pourrais partager cette étude avec Eve et Patricia pour donner à tout le monde. Et l'intitulé de cette étude est « Impact de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie congolaise. Les échanges commerciaux entre RDC, la Russie et l'Ukraine ». Alors, pour répondre maintenant à la première question, en rapport avec les effets actuels prévus, il est avec cette crise, n'est-ce pas, les tensions inflationnistes sont déjà enregistrées sur certains produits, et notamment la farine de blé et les produits dérivés. C'est comme on vient de dire, le pain, notre pain est fait à partir de blé, mais nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut avoir du pain à partir de farine de sorgho ou bien de maïs ou de manioc. Alors, il y a la hausse des coûts des denrées alimentaires de première nécessité, comme le blé, j'ai déjà dit, le riz, les huiles, le maïs et le transport. Et la vie est devenue assez chère puisque les prix ne font que grimper dans le commerce et dans l'agroalimentaire. Et cette augmentation est passée de 30 à presque 50%. Ce qui fait l'offre alimentaire locale de réplique, on dirait chez nous que c'est assez insignifiant pour le moment. Alors, concernant la deuxième question, comment les acteurs de la nutrition sont-ils intégrés dans les mécanismes de planification et de coordination et de la préparation aux crises, n'est-ce pas? Bon, il faut se dire que le gouvernement congolais, à travers ses services étatiques, n'est-ce pas, et agriculture, développement rural, pêche, élevage, commerce, industrie, économie nationale, santé, plan, etc., ils attendent, le gouvernement plutôt attend investir dans l'organisation de la résilience des secteurs agricoles nationaux, n'est-ce pas? Et puis, on a déjà commencé à faire la promotion de la mécanisation agricole, la transformation des produits locaux et des innovations en matière d'agriculture et des campagnes de consommation locale. Il y a aussi la stratégie de subvention qui est en cours de réflexion, n'est-ce pas, sur tous les territoires au profit des exploitants agricoles et agroalimentaires. Et enfin, il y a la subvention des évacuations agricoles pour les produits alimentaires des zones enclavées agricoles, de pêche pour l'amélioration de l'alimentation quotidienne des Congolais. Alors, en rapport avec, je voudrais aussi un dernier mot sur la deuxième question, il y a aussi le renforcement des capacités de l'industrie agroalimentaire nationale pour réduire la dépendance alimentaire de la RDC aux denrées de première nécessité qui sont importées. Alors, en rapport avec la troisième question, les trois principaux défis que nous rencontrons, auxquels nous devons faire face, n'est-ce pas? Il y a d'abord, il faut se dire, la coordination multisectorielle, bien que ça fonctionne, mais il y a encore pas mal de faiblesses. Et plus précisément en rapport avec les engagements qui ont été pris en décembre, n'est-ce pas, en rapport avec les systèmes alimentaires durables. C'est vrai que nous avions élaboré une feuille de route. Et les autorités sont en train de l'étudier pour voir comment est-ce qu'on peut démarrer le plus tôt possible. Le deuxième principal défi, c'est le faible accès aux soins nutritionnels de qualité
À ce jour, la couverture est de 69% seulement et faible accompagnement des services existants. On doit se dire aussi que les fonds disponibles représentent seulement le 27%. Et il faut se dire aussi que le financement de nos activités de nutrition, etc., sont en tout cas majoritairement financés par les partenaires. Alors, le dernier défi est en rapport avec les interventions agricoles, n'est-ce pas, et les intrants. Puisque si quand vous voyagez par-ci, par-là dans nos provinces, vous verrez carrément qu'il y a une insuffisance en termes d'intrants, n'est-ce pas, dans nos provinces. Bon, la quatrième question, et je crois que c'est la dernière, non, l'avant-dernière plutôt. La quatrième question, c'est quelles sont les solutions respectives appliquées pour relever les défis identifiés? Alors, en RDC, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle le Programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme est un organe spécialisé du ministère de l'Agriculture qui est chargé de piloter la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, la deuxième action est que le gouvernement a adopté au Conseil des ministres, n'est-ce pas, le document de politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et son plan d'action 2022-2027. Et cette politique a été financée par la FAO. Et cette politique met l'accent sur le développement des chaînes de valeur agricoles. Alors, troisième action que le gouvernement a pris, n'est-ce pas, c'est la mise en place de l'Office national des céréales. Cet office aura pour mission d'organiser les productions céréalières de manière à combler les déficits que connaît la RDC et éviter que celle-ci ne s'aggrave avec les effets néfastes du Covid russo-ukrainien. L'autre action, n'est-ce pas, c'est la finalisation du processus d'élaboration de la politique nationale agricole, dont l'un des objectifs majeurs, n'est-ce pas, sera d'assurer la maîtrise des prix des denrées alimentaires sur toute l'étendue de la République. Pourquoi? Puisque pour le moment, même ici à Kinshasa où nous sommes, hein, si vous passez dans des différents marchés, etc., les prix ont grimpé terriblement à 50%. Alors, la dernière action, c'est le lancement et la mise en œuvre de l'agenda de transformation agricole. C'est un programme dont le focus est orienté vers la production, la transformation et la commercialisation à grande échelle de manioc panifiable. Comme j'ai dit avant, nous sommes en train d'étudier comment est-ce qu'on peut fabriquer le pain à partir de la farine de manioc panifiable. Voilà. Ça, c'était en rapport avec la quatrième question. Et à titre indicatif, à court terme, il est prévu l'organisation de la campagne de collecte, d'évacuation et de transformation et de commercialisation des produits vivriers de base disponibles dans les principaux bassins de production, et aussi la structuration et la redynamisation de la chaîne de valeur. Alors, à moyen terme, je veux dire, la mise en place des cadastres agricoles en vue de protéger les espaces dédiés aux activités de production agricole et la mise en place et l'opérationnalisation du Fonds national de développement agricole. Voilà les réponses en rapport avec la quatrième question. Et quant à la dernière question, quelles sont les lacunes potentielles nécessitant un soutien et une action au niveau mondial de la part du mouvement SAN? Évidemment, hein, il y a une lenteur dans l'application des engagements de la RDC. Et ici, nous avons, comme toujours, et je le répète encore, nous avons besoin de faire le plaidoyer de plus haut niveau. Et je crois que le mouvement SAN pourra nous aider à le faire, puisque Mme Gerda devait venir il y a 2 ans, mais suite au Covid, on avait annulé cette visite. Bon, il faudra aussi se dire, l'autre lacune, c'est la volonté timide, hein,
ne se traduisant pas encore par des engagements explicites à long terme et des allocations budgétaires conséquentes et à la hauteur des problèmes de nutrition sévissant en RDC. Là, il faut se le dire, vous savez, on avait beaucoup travaillé avec nos collègues du mouvement SAN pour avoir finalement une ligne budgétaire dans le budget de l'État. Et chaque année, on alloue un budget conséquent au mouvement SAN, mais malheureusement, le décaissement, c'est autre chose. On n'a jamais décaissé ces fonds-là. Alors, l'autre lacune, j'ai dit le plaidoyer pour le développement d'une culture de nutrition dans les services étatiques sensibles à la nutrition. C'est-à-dire quoi? Vous savez, notre pays a 26 provinces. Et jusqu'à ce jour, nous avons pu installer le comité intersectoriel, multisectoriel de nutrition dans seulement 12 provinces. Et nous le faisons avec l'appui des agences des Nations Unies, nos partenaires techniques et financiers. Donc là aussi, nous avons encore une route à faire, une longue route à faire. Et le dernier, c'est, vous voyez, c'est encore une fois le plaidoyer auprès du secrétariat permanent du mouvement SAN qui est logé au niveau de la primature pour que le comité adhéré au mouvement SAN. On a mis toutes les structures en place et le comité national multisectoriel de nutrition est logé au niveau de la primature. Mais jamais ce comité s'est réuni et c'est encore une fois le plaidoyer que nous faisons pour que les choses puissent avancer. Voilà en bref ce qu'on a préparé en rapport avec les 5 questions. Nous sommes disponibles pour des questions de clarification. Je vous remercie. Merci beaucoup à la RDC. Nous vous félicitons déjà pour votre étude que vous avez faite sur l'impact de la guerre ukraino-russienne et pour le partage que vous nous avez promis. Donc, nous retenons, comme dans tous les autres pays, qu'il y a un très grand problème d'inflation et que bien évidemment, ça affecte la sécurité alimentaire et nutritionnelle de votre pays. Et que l'État a quand même déjà commencé à mener des activités qui sont très fortes, à savoir déjà tout ce qui est élaboration, validation de tous les documents stratégiques qui adressent la cause dans tout le secteur, dont adressant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et que vous avez encore des insuffisances par rapport à tout ce qui est coordination multisectorielle, au fonctionnement de votre plateforme multi-acteurs, multisecteurs. Et vous avez besoin pour cela du plaidoyer stratégique qui peut vous être fourni par l'accompagnement du secrétariat du mouvement SAN. Merci beaucoup à la RDC. Nous allons continuer parce qu'il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Je proposerai avec votre permission qu'on soit assez effectif. Je vais passer la parole au ensuite, Francis pourra parler. Merci bien. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous m'avez donné la parole? Oui. Bien, moi je vais parler au nom de mon pays, le Mali. En fait, j'aimerais quand même aller rapidement pour vous permettre de nous suivre. Comme première question, nous, on a quelques éléments de réponse qui sont que les effets, c'est aujourd'hui plus de pauvreté qui a été vraiment accentuée. L'insécurité alimentaire a été vraiment forte, je ne vais pas dire les chiffres. L'insécurité nutritionnelle, par conséquent, pour les plus pauvres, mais surtout le chômage. Le chômage a été vraiment très, très accentué parce que la pandémie, les crises font de notre dépendance ce triple facteur. Je pense que face à cet effet, pour la deuxième question, comment les acteurs de la nutrition sont impliqués dans le mécanisme de planification de la réponse, je peux dire qu'on a fait beaucoup avec la COVID-19 parce qu'on a essayé de négocier des produits
fortifié pour les distributions alimentaires gratuites et tout ce qui a été fait dans le cadre de la solidarité nationale, autant pour l'eau et pour le truc. Mais je pense qu'on doit faire plus avec ces crises parce que nous, notre approche est qu'aujourd'hui, cette crise constitue le triple défi pour le triple victoire. Je pense que pour nous, ce qui nous fait venir aux 3 défis principaux, c'est d'abord de renforcer cette résilience des compétences transférées. Je pense que tout ce qui est du ressort de la sécurité alimentaire, de la sécurité de la pauvreté et de création, le Mali a transféré 21 compétences aux collectivités décentralisées qui peut faire aujourd'hui de toutes ces opportunités, la rareté des engrais, en passant par des engrais bio et en passant par l'agroécologie, peuvent être aujourd'hui des éléments très importants. Le renforcement des systèmes de protection sociale, parce qu'avec cette crise, nous avons vu que la place de la protection sociale en tant que levier au niveau des collectivités décentralisées peut jouer une plus forte valeur ajoutée qu'au niveau central où vraiment on disperse. Cela veut dire que pour nous, cette crise qui est à la fois sécurité alimentaire, nutritionnelle, énergétique, financière, peuvent se conjuguer au triple défi pour la triple victoire. Lorsque nous pensons que le génie créateur est au niveau de nos collectivités et non au niveau du niveau central. Que ça puisse être une opportunité pour que les jeunes puissent s'intégrer dans l'emploi décent. Que ça puisse être une opportunité pour que les femmes et les filles puissent sortir de la pauvreté et du coup le cycle transgénérationnel de la pauvreté. Et pour cela, la solution que nous nous proposons, c'est d'abord la proximité acteur. Aujourd'hui, le cadre que le Mali a mis au niveau de concentré et disant qu'on doit renforcer. De fait, on vient de développer des guides dans ce sens, qu'on appelle les guides d'analyse de l'intégration de la nutrition dans les programmes de développement économique, social et culturel, qui pour nous est un élément qui peut permettre aux collectivités de se regarder pour leur dire que là où ils sont. Le renforcement de la gouvernance, tout ceci ne peut aller lorsqu'il y a une faible gouvernance. Cela veut dire que la culture de la responsabilité travaille avec toutes les parties autour de la vision et je pense que pour nous, cette crise qu'on vit doit être considérée comme des opportunités. C'est pour cela que j'ai toujours dit triple défi ou triple victoire. Je pense que c'est possible, surtout avec mon pays qui a de grandes potentialités agroalimentaires pour jouer ce qu'on attendait de lui d'être le grenier de l'Afrique occidentale. Et c'est sur ces notes que je vais essayer de vous dire que pour nous, les lacunes potentielles nécessitant un soutien, une action au niveau mondial de la part du mouvement SON et d'autres partenaires, pour nous, le mouvement SON doit faire de telle sorte que les interventions du mouvement SON soient être plus visibles, plus accrues et plus tranchantes au niveau des entités, des collectivités organisées les plus périphériques et non au niveau central. Voici ma compréhension de ce webinaire. Pour moi, l'Afrique doit considérer cette crise comme des opportunités. Qu'aujourd'hui le Mali puisse être comme l'Ukraine, ce n'est pas au-dessus de nos potentialités. Parce que quand je vois les potentialités de l'Ukraine et je le compare à mon pays, je pense qu'on est capable d'aller dans ce sens. Et on a besoin surtout du soutien de tous ces partenaires, ces génies, cette intelligence globale pour nous donner la chance, une fois de plus, de contribuer au développement du monde et de contribuer à la stabilité du monde et de contribuer à l'épanouissement de l'espèce humaine. Voici ce que j'avais à dire sur ces points et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur Djibril. Merci pour vous de considérer que c'est une opportunité aujourd'hui pour votre pays, le Mali, pour adresser de manière plus efficace au niveau infranational tous les problèmes de pauvreté, d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui entraînent le chômage. Donc, nous pensons qu'avec ce que vous avez déjà mis en place et avec l'accompagnement de tous nos partenaires et même du mouvement SON, vous allez arriver à ces résultats. Nous passons la parole à Monsieur Abdelkarim, parce qu'apparemment Francis est indisponible. Abdelkarim. Non, je suis là. Ah, Francis.
Ok, Francis, allez-y alors, rapidement, s'il vous Merci plaît. beaucoup. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Alors, au niveau du Burundi, mon nom est Francis Mouhir et je suis l'assistant technique du docteur Célestin Sibomana, qui est le point focal SAN ici au Burundi. Malheureusement, il a été empêché parce qu'il est aussi professeur d'université. Il avait une thèse à laquelle il devait prendre part, une soutenance de thèse à laquelle il devait prendre part en tant que membre du jury. Donc, au Burundi, beaucoup plus les défis. En partant de défis, effectivement, le grand défi que le monde entier a connu cette année, plutôt ces 2-3 dernières années, qui est le Covid, effectivement, cela a entraîné la baisse de l'activité économique en général dans le pays à cause du bon, le Burundi n'a pas été confiné, mais plutôt on s'est isolé, on a fermé les frontières pendant longtemps et du coup, nous sommes un pays enclavé qui n'a pas d'accès sur la mer. Donc, toutes nos importations viennent des autres pays, tant au niveau par voie de frontières, par voie terrestre et aérienne. Donc, il y a eu vraiment une forte baisse des importations et du coup aussi des exportations et un impact bien sûr économique et notamment sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le deuxième défi, ça a été aussi un défi international qui était la guerre russo-ukrainienne, effectivement. Et les importations, le Burundi avait une grande partie de ces importations, notamment de blé, qui vient de la Russie et de l'Ukraine aussi. Et du coup, il y a eu des carences au niveau du carburant. Et quand il y a la carence au niveau du carburant, cela a occasionné la hausse plutôt des prix des carburants. Et la hausse des prix de carburant ici au Burundi provoque directement un effet domino, notamment sur la hausse des denrées alimentaires au niveau du marché, au niveau de tous les denrées essentielles qui sont nécessaires. Il y a vraiment eu une forte hausse des prix, même des denrées les plus élémentaires. Alors, en ce qui concerne notamment les activités au sein du réseau SAN ici au Burundi, je vous dirais d'abord en retournant en arrière qu'une feuille de route a été produite, une feuille de route pour renforcer les systèmes alimentaires a été produite et dernièrement, on a aussi commencé à travailler sur l'élaboration d'un projet issu pour la mise en œuvre de cette feuille de route, notamment sur un projet qui sera basé sur effectivement le renforcement des systèmes alimentaires ici au Burundi et un projet plutôt expérimental parce que on va travailler sur 3 cultures, notamment plutôt 2 cultures, notamment 3 cultures effectivement, le manioc, le riz et l'arachide, qui sera expérimental dans les provinces de l'Est du Burundi. Ce projet est en cours d'élaboration. Nous espérons aussi que donc il pourra porter ses fruits et renforcer effectivement ces filières-là en termes de système alimentaire. Alors, le Burundi est aussi en train de faire une réforme, notamment en ce qui concerne la décentralisation de la plateforme au niveau du niveau national vers le niveau provincial et communal. Du coup, on a mis en place les plateformes, on a décentré et déconcentré les plateformes au niveau de la province et au niveau de la commune. Et cela a été matérialisé par des outils juridiques, notamment une arrêté ministériel pour les plateformes provinciales et une ordonnance ministérielle pour les plateformes au niveau communal. Je vous rappellerai que la plateforme nationale, ici au Burundi, qui est la plateforme sectorielle de sécurité alimentaire et nutrition, a pour un comité de pilotage piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui en est le président, et avec comme membres 9 ministères. Donc, la plateforme a été délocalisée et déconcentrée vers les provinces, puis vers les communes. Et ce 2 juin, on a effectué un lancement officiel de cette décentralisation. Et les plateformes vont bientôt être renforcées, notamment par une formation, mais aussi par des appuis en termes de matériel bureaucratique et surtout beaucoup plus par une formation en ce qui concerne les éléments, les notions élémentaires sur la sécurité alimentaire et nutrition et notamment
sur la gestion et aussi ils vont être renforcés en termes de certains matériels de fonctionnement, notamment les ordinateurs et autres dont ils peuvent avoir besoin. Une autre réforme dont je dirais, c'est le passage du budget, c'est une réforme au niveau national, c'est le passage du budget qui était annuel vers un budget et qui va être cette fois-ci un budget, on va avoir des plans de travail, ce qu'on appelle les PTBA, plan de travail budget annuel. Et donc aujourd'hui, en cette année budgétaire 2022-2023, le Burundi va passer effectivement en une approche PTBA et au sein du secrétariat exécutif permanent de la plateforme sectorielle de sécurité alimentaire et nutrition, bientôt il va se tenir une deuxième réunion du comité de pilotage de la plateforme et dans les dossiers qu'il va traiter, il y aura effectivement le plan de travail et budget annuel du secrétariat exécutif permanent pour l'année 2022-2023 et qui contiendra dans l'enceinte de ces activités notamment la redynamisation des réseaux Scaling Up Nutrition ainsi que la mise en place de nouveaux réseaux, notamment l'Alliance des parlementaires, le réseau des jeunes ainsi que le réseau des journalistes pour la sécurité alimentaire et nutrition. Entre autres aussi, nous aurons effectivement pour cette année une autre activité de grande ampleur que nous allons conduire qui est l'actualisation de la cartographie des intervenants et interventions en sécurité alimentaire et nutrition. Nous allons aussi essayer de le rendre plus ou moins différent, de l'améliorer davantage en y intégrant pas seulement les seules questions qui fait quoi, comment et où, mais aussi en y ajoutant combien est investi dans les différentes interventions au niveau des bénéficiaires. Et cela va faire à ce que nous ayons vraiment un bon tracking budgétaire, mais aussi en termes d'outils que nous avons confectionnés et qui vont être aussi validés par le comité de pilotage. Il y a ce que nous avons appelé le cadre multisectoriel de suivi et évaluation de la sécurité alimentaire et nutrition. Et nous avons concocté un plan de collecte, un plan de rapport de collecte qui va être distribué à travers tous les réseaux et plutôt à travers toutes les plateformes au niveau provincial jusqu'au niveau communal. Et on pourra ainsi collecter les données à partir de là-bas par ce nouveau outil qui a été mis en place plutôt. Nous allons conduire un RAC, une évaluation annuelle conjointe de la mise en œuvre, de la façon dont le plan stratégique multisectoriel a été mis en œuvre. Et ce sera aussi une occasion de voir dans les secteurs comment est-ce que le plan stratégique a été mis en œuvre, quels ont été les impacts et aussi qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou changer. Alors, en guise de conclusion, au niveau du mouvement SAN, au Burundi, nous croyons qu'il faut plus davantage des appuis à la coordination venant directement du mouvement SAN, notamment par, effectivement, les appuis en webinaire, les appuis en renforcement des capacités, mais aussi les appuis permettant des échanges d'expériences avec d'autres intervenants, avec d'autres pays. Voilà en guise de conclusion, mais aussi je vous remercie pour le temps accordé. J'espère que je n'aurai pas été très long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Et merci pour ce qui est déjà fait pour le Burundi. Le Burundi des importations de sensibilisation comme pour les pays. Vous connaissez les problèmes d'éducation. Patricia? Oui. Voilà. Oui, voilà, je te signalais la connexion de nouveau, mais maintenant ça semblait aller. Vas-y, continue s'il te plaît, merci. Voilà. Christian, on a du mal à vous entendre. Je ne vous entends vraiment pas. Alors, vous m'entendez? Non, Allô? la connexion. Oui, voilà, c'est bon. On vous entend, mais ça se coupe énormément. On ne vous reçoit pas vraiment très bien. Allô? Oui, oui, Patricia, on ne t'entend pas très, très bien. Hein. Peut-être dans l'intérêt du temps qui nous reste, est-ce que… voilà. Oh là là, dans un village, dont la connexion n'est pas très facile. Voilà, là tu es revenu, on t'entend. Je sors, je vais m'asseoir dehors par terre. Écoute, là ça va, on t'entend. Voilà, donc je
de dire que nous remercions le Burundi pour sa brillante présentation et que nous notons que c'est un pays qui est très dépendant du fait de sa géographie, de tout ce qui est importation et exportation. Et pour cela, ils connaissent tout ce qui est inflation, comme inflation carburant et de denrées dues à toutes les crises sanitaires et puis alimentaires. Et que le gouvernement, face à cela, a pris de très bonnes actions. Et nous félicitons déjà pour l'intégration du financement des réseaux du mouvement SUN dans le budget, le plan de travail budget annuel. Donc, nous allons rapidement passer la parole à M. Aldebkarim du Tchad, puis Madagascar. À la fin, on va faire une petite synthèse pour les deux. Permettez comme ça pour qu'on puisse vraiment terminer dans les délais. Merci bien pour votre compréhension. Ok, merci Patricia. Bonjour tout le monde. Moi, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ok, moi c'est Mahmoud Abdelkarim, directeur de nutrition et de technologies alimentaires au ministère de la Santé publique du Tchad et puis point focal SAN. Par rapport à notre assise, nous allons essayer de répondre les points saillants qui nous ont parvenus aujourd'hui. Les effets au Tchad sont presque identiques à ceux des pays de l'Afrique en général et du Sahel en particulier. Déjà, en mois de juin, le gouvernement a déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays, ce qui a suscité déjà des rencontres à haut niveau regroupant les partenaires techniques et financiers, les pays, les ambassades des pays amis et puis les ONG, qui a déjà, rien que la contribution de l'État pour faire face à ces plans de réponse humanitaire, nous avons déjà l'ONASA qui dispose dans ces magasins des denrées vraiment qui peut quand même déjà calmer certaines poches qui sont affectées par cette crise-là. Déjà, nous avons du riz, des céréales, des maïs et puis quelques péniciliaires. Par rapport aux questions 2, nous avons l'instance de décision de la nutrition, à savoir le Conseil national de nutrition et d'alimentation CNNA, qui se réunit autour du Premier ministre, chef du gouvernement, et nous avons déjà émis le vœu pour quand même s'asseoir et puis adopter certaines mesures d'ici fin de ce mois de juillet. Il y a aussi le Haut Comité pour la sécurité alimentaire, qui est le CAJAXE, qui se réunit tous les mois pour des décisions en faveur des populations qui sont vraiment nécessitées et qui ont besoin vraiment d'une assistance alimentaire et nutritionnelle. Les principaux défis au Tchad, il n'y a pas de crise par rapport au carburant. Par contre, il y a eu une augmentation dans certaines denrées de première nécessité, telles que la farine, le bleu, l'huile et d'autres denrées rares. Bon, des mesures ont été prises par le gouvernement. Des mesures ont été prises par le gouvernement, telles que la vente subventionnée des céréales, aussi la distribution gratuite des vivres à travers nos partenaires, qui est le Programme alimentaire mondial, il y a aussi à la Banque mondiale, il y a la FAO, tous ces partenaires, tous ces acteurs qui œuvrent dans cette situation-là interviennent de jour en jour. Aussi, par rapport aux solutions respectives applicables pour relever ces défis, nous comptons déjà organiser l'enquête SMART et ENSA qui sont en cours de préparation et nous espérons que ces enquêtes permettront de donner des résultats, des données pertinentes pour la prise de décision. Aussi, certains bailleurs que je viens de vous citer ont déjà mis à disposition au gouvernement les moyens nécessaires pour les premières mesures. Bon,
d'autres questions, je crois qu'on peut amplement en discuter dans les jours à venir. Merci. Merci Abdelkarim pour avoir respecté les 5 bonnes minutes. Donc, nous vous félicitons pour ce qui est fait au niveau du TAD et nous sommes contents d'entendre qu'il n'y a pas eu d'inflation du carburant, ce qui est bien, et que vous prévoyez d'utiliser les résultats de la SMART et puis de l'INSAN pour améliorer les stratégies ou bien pour prendre de bonnes décisions en vue d'adresser déjà la crise qui avait été déclarée depuis déjà près de 6 mois. Nous allons passer la parole à notre collègue de Madagascar. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Patricia, pour la parole et rebonjour à tous. Je représente le cas de Madagascar. Je suis la responsable de coordination des partenaires au sein de l'Office national de nutrition à Madagascar. Pour les questionnaires, nous avons, pour la première question, les effets actuels et prévus pour la crise sur l'alimentation et la nutrition sur les activités de la mise en œuvre des plans nationaux de nutrition, c'est la non-atteinte des objectifs fixés, mais aussi la dégradation de la situation avec la perte des acquis en nutrition. Pour les acteurs en nutrition, on les engage davantage, les acteurs multisectoriels donc, et les différents niveaux de l'opérationnalisation des clusters en nutrition, comme le système WASH, l'éducation nationale, en les impliquant aussi à contribuer davantage à la mise en œuvre des engagements de Madagascar. Dans le cadre du Food System Summit, ces engagements ont été pris en compte comme document cadre lors de la conférence nationale de l'autosuffisance alimentaire organisée par la présidence avec les ministères clés à Madagascar. Cette conférence a eu comme objectif principal d'accélérer le développement du secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans la Grande Île, mais aussi de concrétiser les différentes stratégies développées pour apporter urgemment des solutions afin d'améliorer le quotidien des compatriotes frappés par les différentes crises. Pour le troisième point, les 3 principaux défis que nous rencontrons sont l'augmentation des allocations budgétaires ou les ressources financières pour faire face aux différentes crises alimentaires et nutritionnelles. Mais aussi, il y a l'augmentation exorbitante des prix de matières premières comme les intrants, les semences, les engrais et les eaux, etc. Il y a aussi l'augmentation du carburant, surtout dans certaines régions touchées par la sécheresse, qui sont dans des cas très critiques. Pour les solutions respectives appliquées pour relever les défis identifiés, il y a un engagement de haut niveau par son Excellence le Président de la République qui a déclaré récemment au mois de juin que l'arme principale que Madagascar va utiliser pour faire face à la crise alimentaire consiste à promouvoir à grande échelle l'agriculture et l'élevage pour assurer l'autosuffisance alimentaire de l'île et rendre nouveau Madagascar comme le grenier risicole de l'océan Indien. Ainsi, au moins 25% de paysans seront appuyés par l'État pour produire un surplus de 1 million de tonnes par an en matière de production risicole. Mais aussi, il y a l'engagement des paysans avec la mise en place des structures appropriées comme les guichets agricoles afin d'améliorer l'accès aux engrais, au matériel agricole, au matériel phytosanitaire, aux semences améliorées, mais aussi l'octroi de terres cultivables pour les jeunes à travers un projet présidentiel dénommé Titre vert, la mise en place des plaines rizicoles sur des milliers d'hectares, l'amélioration des barrages rizicoles et l'adduction d'eau. Et enfin, l'engagement des différents secteurs dans la mise en place des résolutions lors de cette conférence, incluant les investisseurs, les secteurs privés, en le connectant avec les paysans eux-mêmes. C'était une séance de B2B.
Et pour la dernière question, les lacunes potentielles sont l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources avec un plan de positionnement des différentes parties prenantes, mais aussi l'élaboration des mécanismes de veille fonctionnels quant au déboursement effectif des ressources allouées à la nutrition et par rapport aux engagements du pays comme le FSS, le Nutrition for Growth et l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci à notre collègue de Madagascar. Donc, nous voyons tous que nous avons tous les mêmes problèmes, mais chez eux, il y a aussi encore une particularité avec tout ce qui est problème dû à la non-atteinte des objectifs qui se sont fixés et qui a eu pour conséquence, bien évidemment, la perte de tout ce qui était acquis en matière de sécurité alimentaire. Mais le gouvernement est en train de prendre des actions pour tout ce qui est amélioration du secteur agricole. Donc, à travers des Patricia, oui, on t'a perdu de nouveau, on te perd, la connexion est très très mauvaise. Ouais. Oh là là. Si tu peux... Oui. Je suis désolée, Madagascar. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Oui, oui, oui. On peut certainement... Oui, passer directement. Et puis, on va rester là pour les présentations. Vraiment 5 minutes. Et puis, on va conclure en ressortant les points vaillants. Au nom de tous les pays francophones, est-ce que ça peut aller comme ça, monsieur? On n'a pas bien saisi. Je disais que la personne... Rien n'est entendu, moi non plus. Qui va très rapidement présenter. Et puis, nous allons passer au point saillant que nous voulons, Madame Gerda, pour tous les pays francophones au niveau du... Très bien. Donc, Monsieur Adjoumanis, vous pouvez faire une petite intervention, pas trop longue, dans l'intérêt du temps qui nous reste, et ensuite, on va conclure et certainement mettre en évidence les points saillants, comme le disait Patricia. Merci beaucoup, Adjoumani, à vous. Okay. Ah, on ne vous entend pas du tout non plus, du coup. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous pourrez parler un petit peu plus fort, peut-être, pour voir? Non, on n'entend rien du tout. On ne vous entend pas, malheureusement. Allô? Oui, là, ça va. Vous pourriez peut-être essayer maintenant pour voir? Ok. Voilà. Ça va? Non, on n'arrive pas à suivre, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas possible de suivre. La connexion est trop mauvaise. Oui, désolée. Peut-être si vous pouvez mettre dans la boîte de chat quelques points saillants, je pense que ça pourrait aider. D'accord. Patricia, on a également Diluvia de Sao Tomé qui demande aussi de prendre la parole. Oui, Madame d'Olivia, je ne sais pas que c'est une dame, elle va prendre la parole et puis Monsieur Kofi va écrire dans la boîte de chat, Voilà. s'il vous plaît. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Alô? 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 Oui, allô? Boa tarde. Eu peço desculpa, sou de Lupe Antônio, ponto focal Santo Meio Príncipe. Primeiramente porque, como todos os participantes, a vossa língua oficial é o francês, né? Mas eu vou comunicar-me em português. Infelizmente, acompanho a atividade há poucos minutos
não é? A diferença de horário faz-me participar só agora na atividade, depois de 2 minutos. Felicitar pela organização da atividade, em meu nome e em nome também do ponto focal do Ministério da Cultura. Sou nutricionista do Programa Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde e recentemente o Santo Tomé e Príncipe aderiu ao movimento SAN. Temos estado a trabalhar com a Eve, a qual agradeço muito pelo trabalho que teve, né? E estamos também abertos para aprender com os outros países aqui. Eu vi, né? Eu pude perceber que quase todos os países estão a trabalhar, a fazer os seus esforços, né? Com algumas dificuldades, outros mais, outros menos, né? Diluvia, estamos a aprender. Diluvia, je m'excuse. Sorry, Diluvia. On ne comprend pas, hein? On ne comprend pas. On n'a pas de traduction, malheureusement. Peut-être ce que je propose, on va travailler, toi et moi, sur une version en français qu'on partagera avec le groupe des points focaux après cette réunion, ainsi qu'avec Madame Gerda. Parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas la traduction pour le portugais. Infelizmente, também às vezes não compreendo. Oui, désolée. Désolée, mais je vais suivre avec toi. Sinto-me excluída porque eu não consigo perceber tudo que estão falando na reunião e vocês também não percebem também o que eu estou falando. Infelizmente. Il n'y a pas de problème. On va partager après en français avec tous les participants l'intervention de Sao Tomé, mais en français. On va traduire ça, toi et moi. Merci. Merci, Diluvia. Patricia, la parole est à toi. Merci à tous les points focaux et particulièrement à Diluvia. Je peux imaginer ce qu'elle ressent. Nous sommes sincèrement désolés. Nous avons écouté tous les points focaux et nous pouvons tous dire que ce sont les mêmes problèmes, peut-être pas avec la même acuité. On trouve les problèmes d'inflation, tant du carburant que des denrées alimentaires. On a un fort impact de la crise alimentaire et sanitaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, mais les gouvernements sont quand même entrés en action et il y a beaucoup d'actions qui sont menées au sein des gouvernements, tant à travers l'élaboration des textes stratégiques par l'intégration de la nutrition dans les plans nationaux et même par la mobilisation des ressources pour adresser les problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, nous vous remercions pour cela. Maintenant, je vais vous remettre la parole très rapidement pour qu'on essaye tous de voir quels sont les points saillants qui nous reviennent et que nous pensons être pertinents pour être portés par Madame Gerda auprès du mouvement SUN. Est-ce que nous sommes tous d'accord? On peut même écrire dans la chat box de façon à ce que nous puissions les récupérer, comme tout le monde ne peut pas parler à la fois. Allô? Oui, allô? Oui, oui. On peut parler, c'est du Niger, hein? Oui, oui. Ok, très bien. Bon, je ne reviens pas sur, en tout cas, les effets qui sont communs, mais en termes de points de plaidoyer, comme vous l'avez suggéré, c'est ce qu'on peut attendre du mouvement SON que devrait porter Gerda, c'est surtout le plaidoyer pour quand même pour sortir un peu la nutrition de l'impasse dans ce contexte adverse où dans beaucoup de pays comme le mien, par exemple, la nutrition est en train, en tout cas, de passer à un second plan en termes de priorité. Quand on voit tout ce qu'il y a comme insécurité qui se joint à toutes ces crises dont les effets sont connus, et là où on a quand même une perte de moyens, de cadre de vie et d'existence des populations, là où il y a un défi de joindre le développement à l'urgence. Et là, bien que les réseaux SON ont été les pionniers de toute l'animation des dynamiques en cours, comme l'élaboration des différentes feuilles de route pour le système alimentaire, les plans de développement économique et sociaux de tous ces pays-là. Pour le Niger, par exemple, même le plan d'action de l'initiative 3N, qui est notre politique de sécurité alimentaire,
la nutrition, en tout cas, semble être omise, si je peux le dire ainsi. Et donc, nous pensons que Jarda est aussi, avec toute son équipe, doit pouvoir, je pense, porter une attention particulière pour sortir la nutrition de l'impasse. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce qu'on peut attendre de Jarda. Vraiment le plaidoyer pour remettre la nutrition dans l'agenda politique de tous ces pays et pourquoi pas définir un modèle un peu plus stable qui serait, j'allais dire en tout cas, qui serait le moins affecté par les instabilités institutionnelles. J'allais dire ici, par exemple, le modèle, pour moi, le modèle ivoirien pourrait être un peu, comment on appelle ça, revu et adapté pour tout le monde. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire pour ne pas prendre toute la plage. Merci beaucoup. Monsieur Aboubakar, je retiens que nous voulons que le plaidoyer du mouvement Sun continue parce qu'ils le font à tout moment, mais cette fois-ci pour essayer de faire sortir la nutrition de l'impasse. Donc, on proposerait peut-être que le Sun nous aide à faire un bon nexus entre l'assistance alimentaire, la résilience et le développement. Donc, peut-être avec une proposition d'un modèle qui puisse être moins affecté par toutes les instabilités et situations que pourraient traverser les pays. Merci bien pour votre contribution. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre point saillant, en dehors du plaidoyer pour que la nutrition reprenne les discussions prioritaires dans les pays? Est-ce qu'il y a autre chose? Hello? Il n'a pas parlé, il y avait d'autres pays. Docteur Maron, peut-être que quand vous vouliez parler, on ne vous a pas vu. Allô, F? Oui, Patricia. Justement, voilà, c'est peut-être les pays vont nous en dire plus, mais qu'en est-il, par exemple? Ah, je vois quelqu'un qui veut intervenir. Oui, allez-y, docteur Jocelyne. Oui, Oui, allô? Docteur Jocelyne? Oui, vraiment, je suis sur mon téléphone, je ne suis pas sur un desktop. Sur un ordinateur. Voilà pourquoi je peux passer difficilement. Nous ne vous suivons pas, docteur. S'il vous plaît. Que Haïti est une situation difficile et bien que nous avons participé à toutes les activités concernant le système alimentaire et la prévalence de la malnutrition est élevée. Oui, désolée, docteur Jocelyne, mais on ne vous entend vraiment pas. Hein. On n'est pas en mesure de vous suivre de nouveau, malheureusement. Malheureusement, on ne vous entend pas. Jocelyne peut envoyer son message, sa contribution par la chat box. Tout à fait. Ou je peux vous envoyer ma contribution et après. D'accord, merci beaucoup, docteur Jocelyne. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup d'interférences. Je vais essayer de trouver une autre position. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous ne m'entendez pas? Allô? Bon, je pense que le son est trop bas. Hein? Le son est trop bas. On va déjà donner peut-être la parole à docteur Djibril, comme ça, dans l'intérêt du peu de temps qui nous reste. Et puis, peut-être... Moi, ce qui me préoccupe de plus, comment Stone peut traduire tous ces acquis qu'on a pu obtenir au niveau central, au niveau décentral. Parce que pour moi, il y a plus à gagner lorsque nous allons faire de la décentralisation, de la déconcentration. Du moment sont une priorité, que surtout en termes de retour d'investissement, surtout en les mettant dans le programme on va voir que ces crises, nous pouvons les mettre comme
des opportunités en transformant nos systèmes alimentaires au niveau local, en faisant de la nutrition une priorité au niveau local. Voici les éléments qui font que moi, je pense qu'en nous mettant dans cette dynamique, nous serons au moins en mesure de faire changer les choses petit à petit, mais de manière durable. C'est pour cela que je trouve qu'une des priorités avec cette crise, c'est de le voir comme une opportunité. Et je dis bien une opportunité pour faire surtout au niveau déconcentré, au niveau décentralisé, parce qu'on a une bonne écoute là-bas, on peut négocier la priorisation de la nutrition avec moins de ressources, et je pense que c'est là où vraiment nous pourrons être les plus durables. Voici ce que j'ai à dire sur ce point, et je vous remercie. Merci. Merci, docteur Djibril. Nous notons que vous voulez que Madame Gerda essaye de nous aider sur comment faire de la décentralisation de un atout pour adresser la crise alimentaire due à toutes ces guerres et puis à la pandémie. C'est pas comme cela, parce que vous dites que on a des atouts et on a un souci aujourd'hui de traduction de ces atouts-là au niveau infranational. Et maintenant… Exactement, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire, parce qu'avec les transferts de compétences, c'est pratiquement toutes les compétences très, très fortes, quand même dans mon pays, ont été transférées aux collectivités. Mais ils ne bénéficient pas des renforcements institutionnels, comme en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays francophones. Ils ne bénéficient pas des renforcements institutionnels en lien avec le pouvoir et les potentialités qu'ils représentent pour faire de la nutrition, des interventions durables, robustes, et pour vraiment changer les faciès de la pauvreté au sein des collectivités. Merci. OK, merci bien. Nous avons pensé dans notre présentation, parce qu'il y a eu beaucoup de plans de réponse chez nous à la COVID, à la crise alimentaire, mais nous avons un souci parce que nous pensons que le SUN peut nous aider pour le plaidoyer, pour la mobilisation des financements additionnels. Parce qu'il faut aujourd'hui renforcer les capacités opérationnelles dans la réponse des acteurs en charge de la gestion des crises. On veut passer aujourd'hui des aspects d'assistance alimentaire à beaucoup plus de résilience et de développement des populations. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que le SUN ne devrait pas porter aussi ce point-là? Allô? Pour moi, comme on doit laisser un certain nombre de failles pour le SUN.3, pour moi, un des grands atouts, c'est de voir aujourd'hui comment nous pouvons mettre les priorités par rapport à tout ce que nous souhaitons faire parce qu'on est déjà à la 3e phase du SUN, et pour moi, c'est le lieu de voir comment la déconcentration et la décentralisation du mouvement SUN peut être parmi les priorités prioritaires. Et avec cette crise, comment nous pouvons engager les élus, les collectivités territoriales. Mais ce que vous venez de dire, ça me paraît important. Mais est-ce que aujourd'hui, mobiliser les ressources dans ce sens est réaliste? Parce qu'on vit dans des pays en crise, on n'a pas suffisamment de ressources, et de ce fait, nous allons être dépendants des partenaires qui viennent avec leurs convictions, alors qu'aujourd'hui, nos programmes, c'est nos programmes. Nous allons les coacher dans l'essence et nous allons faire de ça ce que ça peut amener. Voici ce que je voulais dire sur ce point. Merci. Docteur Bagayoko, je vous comprends bien, parce que la mouvance, c'est aujourd'hui que l'augmentation des ressources locales et domestiques puisse être parfaite dans les pays. Mais c'est des situations qui ne sont pas, comment dire ça, pérennes, c'est des situations ponctuelles. Quand je prends par exemple le cas du Cameroun, où nous avons au niveau de la frontière avec le Nigeria et le Tchad, la nébuleuse Boko Haram, on a de vastes mouvements de population et qui font la pression tout le temps sur les ressources qui sont déjà très limitées. Au niveau de la RCA, chaque fois qu'il y a des problèmes en RCA, comme le Cameroun, c'est lui qui gère tout le corridor Yaoundé, Douala, Centrafrique, Bangui. Nous avons ces problèmes-là. Les mêmes problèmes qu'on trouve par rapport à tous leurs sols, leurs ressources minières, nous les avons au niveau de notre pays. Donc, nous disons que
c'est pas malvenu qu'il y ait des ressources additionnelles parce que le but à l'heure actuelle, c'est de ne plus faire de nos populations des populations attentistes, comme vous le dites, mais de pouvoir faire en sorte qu'en même temps qu'il y a l'assistance, parce qu'il y a déjà le problème. Lorsqu'il y a crise, il y a problème. Mais en même temps qu'on gère la crise, qu'on pense à la pérennisation de toutes ces interventions. Donc, et là, on rend les populations résilientes et on pense directement aussi au développement. Donc, et sachant que nous n'avons pas tout ce qu'il faut, nous pensons que cet appui-là peut être nécessaire. Donc, je me dis, on peut aussi proposer ça comme plaidoyer pertinent. En plus de tout ce que nous avons déjà fait, je pense que ça va faire point et permettre que nous terminions dans le temps. Je pense qu'on a notre groupe WhatsApp où nous pourrons continuer à discuter pour mieux améliorer notre compréhension et puis le partage d'expériences de ceux avec tous ceux qui ont déjà eu à mettre en place ou bien qui voudraient bien mettre en place ce qui a marché chez les uns comme chez les autres. Donc, ceci dit, je vais proposer, avant que nous ne terminions, de passer la parole à Madame Gerda, qui nous avait déjà souhaité la bienvenue. Il faudrait quand même qu'elle nous dise ce qu'elle a pensé de nos échanges. On a beaucoup à apprendre d'elle. Merci bien, Madame Gerda. Vous avez la parole. Allô? Ah, je pense que Gerda a dû nous quitter. Voilà, parce que malheureusement, il y a un autre webinaire qui suit celui-ci et qui va être pour l'Amérique latine, donc parce qu'on fait tous ces webinaires pour toutes les régions. Mais en tout cas, un grand merci. Patricia, du coup, un grand merci pour ta modération. Un grand merci à tous aussi pour vos interventions. Et Patricia, je te laisse alors le mot d'adieu pour que nous concluions cette question. Merci. Donc, merci beaucoup, Ève, pour l'appui du SUN. Vous allez transmettre nos remerciements à Madame Gerda qui est toujours présente, à toute l'équipe du SUN qui est là. Merci à nos collègues des autres pays francophones pour le partage déjà des expériences face à cette crise sanitaire et aussi à la crise alimentaire qui prévaut actuellement dans nos pays. Nous nous félicitons pour ce qui est déjà fait. Je propose avec votre permission qu'on se partage mutuellement tout ce que nous avons eu comme échange ici. Et Sonia avec Ève, pardon, Ève avec et moi, et puis Docteur Patricia, nous allons essayer de faire une bonne synthèse que nous allons partager à tous. Et au niveau du groupe WhatsApp, je proposerai que nous continuons à discuter parce que franchement, c'est d'actualité et que nous avons besoin de voir comment ensemble on peut pallier à ces problèmes. Le Tchad est mon voisin, je reçois les Tchadiens, il reçoit les Camerounais, le Nigeria, la RCA. Donc, ce serait vraiment intéressant au niveau de nos pays qu'on sache ce que les autres sont déjà en train de faire et ce qu'on peut faire ensemble pour pallier aux problèmes qui nous sont tous communs. Donc, ceci dit, merci à tous et très bonne soirée. C'était vraiment édifiant. Nous avons beaucoup appris. Merci au mouvement SUN d'être toujours là pour nous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, Patricia. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Merci beaucoup.